nom est Grégory Blanc. Nous avons encore une fois avec nous pour ce 3e épisode l'incroyable et absolument je sais pas comment dire Ben dis-le pas, il y en a pour toi. OK, parfait. Olivier, ton jardin secret. Salut Olivier, comment ça va? Allô Greg, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. J'espère que tu te passes bien depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui, quand même, ça va. Écoute, il y a ça de plusieurs semaines, mois même. Ou avant midi, ça dépend. Bienvenue moi avant midi. Oui. À ce 3e épisode sur la fantastique saga du F-35. On a un gros épisode aujourd'hui, je pense. Je suis pas encore sûr, mais je pense que oui. je pense que oui. Il y a du bétail dans le détail. Oui, parce que ce 3e épisode sera consacré au développement du F-35. Donc, si vous avez suivi jusque-là, on l'espère, on a commencé avec donc la description des programmes, d'où ça venait, l'historique et tout ça. Ça, c'était l'épisode numéro 1. Ensuite de ça, épisode numéro 2, on a fait un bon récapitulatif des avions expérimentaux. Donc, on a passé quand même assez en détail pour une première fois là, le X-35 et son petit frère, le X-32. Et on s'est arrêté. On s'est arrêté à une date fatidique. On s'est arrêté au 26 octobre 2001. Date à laquelle Lockheed Martin, pour ne pas les nommer, ont reçu une très bonne nouvelle. Ont reçu l'aval du gouvernement américain, comme quoi ils pouvaient procéder. Ils avaient gagné le concours. Et donc, le X-35 pouvait devenir le F-35. Et on est rendu là. Donc, dans cette 3e partie où là, on va parler de développement. Hein, Olivier? Puis on a pas mal de stock. Je vois ton livre de notes d'ici, là, puis mon Dieu, que les gens, je pense qu'ils vont apprécier vraiment le travail, le legwork que nous avons fait, mais sur cette partie-là particulièrement, que Olivier a fait une très, très belle job de se promener à travers les production, les lots, les changements, qu'est-ce qui est incorporé dans quoi, etc., etc. Fait que vous allez voir, on a de quoi vous entertainer longtemps. Et puis, si vous n'avez pas écouté déjà les 2 premiers épisodes, allez-y, on vous attend. Oui, on bouge pas, on reste là, allez-y. OK, donc vous êtes de retour. Voilà, alors c'est maintenant que c'est fait. On débute avec comme Greg l'a mentionné, le 26 octobre 2001, le X-35 peut officiellement devenir le F-35. Mm-hmm. Et là, c'est la fameuse phase du SDD qui commence. SDD, corrige-moi si je me trompe, c'est le System Design and Development? Écoute, je ne te corrigerai pas parce que c'est exact. Excellent. Donc, le plan initial chez Lockheed Martin, donc on va parler au début vraiment au niveau, au niveau conceptuel de ce qui était prévu dans le programme et on va apporter des correctifs au fur et à mesure que le temps va avancer, on va vous mentionner, on va souligner ce qui a changé. Oui, exact. Les ennuis qu'ils ont eu. Il y a pas mal de choses. C'est important de mentionner que le design va évoluer. Puis c'est pas juste même une question physiquement ou quoi. Là, oui, l'avion va bouger. On va en parler de tout ça. Mais il y a dans tout ce genre de programme-là, il y a une évolution, on va dire normale. Jusque-là, tout va bien. Là, où on va avoir. Puis ça passe à travers des concepts que les gens ont probablement déjà entendu parler. Tu sais, quand on parle de geler une configuration, par exemple, des choses comme ça. C'est entre autres de cette phase-là avec laquelle on va commencer, là, dont on parle. Donc, la phase du SDD, le plan initial prévoyait la construction de 14 avions. Mm-hmm. Donc, 5 versions A, qui est la version conventionnelle, 4 versions pour l'embarqué, donc la version C, et 5 versions à décollage court et atterrissage vertical, la version B. Donc, il y avait Lockheed affichait un enthousiasme manifeste au début du SDD. Le premier avion du SDD, un F-35A, devait faire son premier vol en 2005 et il était prévu de livrer le premier appareil à la US Air Force et au Corps des Marines en 2008. Là, on est en 2001. Ouais, non, ça va bien. Déjà là, on sent qu'il y a un petit quelque chose qui est... On est optimiste, mais il y a comme quelque chose qui dit que on va avoir un peu de misère. Donc, en plus de ces avions-là, de ces 14 avions-là qui vont voler, il y a 7 avions qui vont être utilisés pour des tests au sol
notamment sur la structure pour mesurer la durée de vie. Ouais. Donc, on parle de 2 avions de chaque version, A, B, C, et un avion qui va être utilisé pour mesurer les signatures radar de l'avion. Donc, vous avez déjà vu ces images-là, l'avion qui est à l'envers sur un poteau au milieu du désert, et là, on le bombarde il y a une célèbre photo qui roule sur Internet. En ce moment, avec le F-18. Avec le F-18, puis juste avant celle-là, il y avait celle du F-117. Ouais. Qu'on voyait souvent à l'envers sur ce fameux poteau triangulaire. Parce qu'ils mesurent la signature radar de la bédaine, donc en ayant l'avion accroché sur le dos, ils peuvent amener un radar qui est plus haut dans les airs et venir tester le dessous de l'avion. En plus de ça, l'avionique allait être testé à bord d'un 737 qui a un nom très agréable. Le Catbird. Pour Cooperative Avionics Testbed. Yep. Donc, l'assemblage, tout ceci ayant lieu, donc 2 ans plus tard, en 2003, l'assemblage du premier prototype du F-35 est en cours à Fort Worth, au Texas. Jusque-là, tout va bien. Oui, on a sauté là, de 2001 à 2003. À peu près, ouais. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose d'intéressant, donc on vous en parlera pas. Non, au niveau moteur, c'est sensiblement la même chose. Je disais, dans l'épisode d'avant, l'épisode numéro 2, je vous disais que la portion la plus intéressante au niveau développement moteur, elle a été faite durant le temps des avions expérimentaux. Parce que là, maintenant, on le sait, Pratt a eu le contrat. Donc, j'en ai glissé un mot en finissant l'autre épisode d'avant. On lâche le F-119, le moteur du F-22. Et on embarque vraiment. Pratt a le mandat officiel de développer un moteur from scratch. Ce qui en fait est plus ou moins vrai parce que c'est pas une pâle copie, là, c'est pas ça que je veux dire parce que c'est pas vrai. Mais on va réutiliser beaucoup de technologies ou pousser plus loin certaines idées qui ont été développées pour le F-119 et donc on va arriver avec le F-135 qui est le moteur qui va équiper en différentes versions, mais c'est le moteur, on va dire le core là, qui va équiper les 3 versions du F-35. Donc, au niveau du F-35, le prototype est à peine commencé à être assemblé que déjà on a des problèmes. Donc, le problème du F-35 dès le début, avant toute chose, c'est un problème de poids. L'avion est trop lourd. Oui. L'avion a plus de poids. Par rapport au X-35, il est plus grand, il est 7 pouces plus long. Donc, ils ont rajouté 5 pouces en arrière du cockpit pour mettre plus d'avionique. Et ils ont dû reculer les stabilisateurs horizontaux de 2 pouces. Pour compenser pour ce 5 pouces-là. Oui, pour maintenir la balance aérodynamique de l'avion. Oui. Donc, la principale cause de cet excès de poids-là vient du fait que le X-35 n'avait pas de saute à bombe. Donc, il n'était pas dans le design quand l'avion a volé. Et là, que le F-35, lui, va avoir une soute entre les entrées d'air sous le ventre de l'appareil. Mais cette soute-là, il y a des défis au niveau de la conception, de l'assemblage, de l'ingénierie qui fait en sorte que il faut déplacer des trucs. Ouais. Donc, ce qui explique pourquoi l'avionique prend plus de place. Aussi, c'est plus lourd qu'il pensait. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a le chiffre pour le F-35B. Ouais. En avril 2004, le F-35B était 3000 livres trop pesant. Donc, quand on parle d'overweight, là, on parle pas d'une centaine de livres à droite à gauche là, où on a de la misère à faire le weight and balance. Le masse et centrage, je l'ai trouvé tout seul. On est vraiment, il y a du travail là, à faire. Oui, donc le F-35B est 8% trop lourd au niveau de son poids à vide. Ouais. Lockheed va entamer un chantier de réduction de poids, donc ils vont aller chercher plus de puissance au niveau du moteur avec Pratt & Whitney. Ouais. Donc Pratt & Whitney sont capables d'aller extraire un peu plus de puissance de leur moteur. Ouais. Ils vont refaire les cadres de la cellule, ils vont les amincir. Oui. Ils sont capables ils se rendent compte en ayant des analyses de stress et de résistance qu'ils peuvent les amincir et gagner du poids. Oui. Et ils vont modifier la jonction des ailes au fuselage pour gagner du poids. Et puis, afin de garder une certaine homogénéité entre les autres versions, il y a beaucoup de ces modifications-là qui étaient sur le B qui vont être appliquées sur le A et le C également. Oui. Pour essayer de garder les avions le plus... Mais ça, c'est au niveau du manufacturing pur et dur. Ça ne rentre pas dans le concept de
commonality là, qu'ils appellent. Oui, mais ils font une modification sur le B, exemple pour la tâche de l'aile, mais le A et le C ont la même modification. Absolument. Ouais. C'est dans ce sens-là. Donc, tout ceci a un coût. On parle de 6,2 milliards de plus en termes de dollars américains au budget et 18 mois de délai. Oui. C'est le coût de ce truc-là. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là de réduction de coûts, c'est que c'est un très, très gros problème sur le F-35 et chez Lockheed parce que c'est la première fois qu'il va y avoir des dépassements de coûts. Ouais. Et non la dernière. Et non la dernière. Et ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, on le souhaite. Vous savez qu'au dernier épisode, Olivier a parlé d'un détail très important avec ce contrat d'approvisionnement militaire-là, qui est totalement différent de ce qui se faisait jusqu'à maintenant. C'est que, rappelez-vous, le coût du projet aujourd'hui est aussi important au niveau de la gestion que le produit lui-même. Que les performances. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde vraiment beaucoup plus. C'est pas qu'on s'en occupait pas avant, là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus géré, beaucoup plus serré que ça l'était auparavant. Et ce qui nous amène à faire, à observer que Lockheed en est conscient de ça en ce moment-là. Fait qu'ils ont créé une équipe pour gérer cet overweight qui va s'appeler le SWAT. Puis le SWAT pour STOVL, S-T-O-V-L, Weight Attack Team. Fait que ça a fait SWAT. Et donc, c'est une équipe qui a été dédiée directement et uniquement pour gérer ces problèmes de surpoids-là de l'avion. Ce qui est intéressant ici d'un point de vue ingénierie, c'est que quand on veut, on peut, parce que cette équipe-là a été placée directement sous le contrôle de la haute direction et ne répondait à personne au milieu. Tu sais, dans le sandwich, là, la tranche de pain parlait directement à la tranche de pain du haut, là, puis il n'y avait pas de fromage, puis de jambon au milieu, là, exactement. Donc, et c'est ce qui nous amène, donc, pour finir l'anecdote par rapport à ça, à la fameuse, les fameuses légendes urbaines que vous avez probablement déjà entendues où Lockheed Martin donnait de l'argent pour si on avait des idées pour réduire le poids. C'est vrai, c'est très vrai. Ça s'est fait en 2 phases. Kanzen? Je sais pas si c'était à ce niveau-là. C'est peut-être un niveau comme ça. À peu près. Mais au début du processus, il donnait 50$ pour une idée, juste pour avoir l'idée. T'as une idée qui est pas farfelue, on s'entend, là, mais t'as une idée, ça a du sens, 50$. On implémente ton idée, ça fonctionne. Pour chaque livre que ça permet d'économiser, de sauver, 50$ aussi. Par livre. Par livre. La phase 2 de ça, parce que ça allait pas assez vite au goût de Lockheed, 100$ pour avoir une bonne idée, 500$ par livre sauvé sur la structure de l'avion. Il y a des gars là-dedans, des vraies histoires, là. Il y a des ingénieurs puis des techs. N'importe qui là, pouvait, by the way, donner l'idée. Une secrétaire de direction, un secrétaire. N'importe qui avait une idée que ça fonctionnait, t'avais le cash. Lockheed a fait aucune discrimination. Il y a des gens qui se sont payés des downs, des mises de fonds, des mises de fonds sur des maisons grâce à ça, grâce à ce principe-là. Donc, c'est juste pour vous dire. Et puis la première journée qu'ils ont lancé ça, ils ont reçu 2000 idées. Puis ça a coûté jusqu'à de avril 2004 à peu près. Ben ça a démarré un petit peu plus tard là. Mais de la mi-2004 jusqu'à février 2006, ça a coûté 1,2 million à Lockheed en bonus comme ça pour des idées qui sortaient d'un peu partout là. Donc ça a super bien fonctionné et l'idée en arrière de tout ça, c'était vraiment d'illustrer ce que tu mentionnais, Olivier, que c'est, tu sais, je veux dire, tous les avions historiquement ont eu des problèmes de poids, là, je pense, là. Mais dans ce cas-ci, ça a été rendu à un point où c'était la mort du programme si ça fonctionnait pas, là. Donc 2006 arrive, donc le 7 juillet 2006, l'avion est officiellement baptisé Lightning II en l'honneur du Lockheed P-38 et du English Electric / BAC Lightning au niveau des Anglais. Donc, l'avion est officiellement baptisé. Ouais. Mais il est plus beau. Le F-35 est quand même plus beau que le Lightning anglais. Oui, mais bon. Donc, le premier F-35 est d'ailleurs révélé au public ce jour-là. C'est le premier avion de la version A. Ouais. Il s'appelle le AA-1. Et Lockheed, ils ont un code pour chaque avion. Donc, le A pour America A1. OK.
Donc, et puis... Oups! Oh non! Non! Et puis, le premier vol aura lieu le 15 décembre 2006. Donc, cet avion-là n'était pas représentatif des autres avions parce qu'il n'y avait pas eu la cure d'amincissement. Donc, il était trop lourd. Par contre, le deuxième F-35 à prendre l'air, c'est le BF-01 qui, lui, a la cure d'amincissement. OK. Donc, le 11 juin 2008. Le BF-02, la deuxième version décollage court, le 25 février 2009. Le premier F-35C, le CF-01, fait son premier vol le 16 juin 2010. Et puis, c'est le 8e F-35 à prendre le programme d'essai. Ça a pris du temps quand même. Hein? Oui. Et puis tantôt, on va vous reparler du premier F-35 de la version A qui a eu la cure d'amincissement. Au niveau du F-35C, là, dans le planning, corrige-moi Olivier si je me trompe, mais ils sont quoi, 4-5 ans en retard en arrière du programme? Ouais. Parce que puis la raison pourquoi je mentionne ça, c'est que puis je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler dans l'épisode 4. Donc on va titiller un petit peu nos auditeurs. C'est entre autres ces retards-là répétés au niveau de la Navy qui a fait qu'on a l'impression aujourd'hui que la Navy perd l'intérêt du... Ouais. Mais aussi, il y a différentes raisons pourquoi la Navy, pourquoi l'aéronavale américaine a pris son temps. On va y revenir plus tard. C'est bon. Donc, on vous a parlé des problèmes de poids et aussi des problèmes de coût avec le F-35. Ouais. Donc, dès le début, les gens, les élus aux États-Unis ou les militaires, peu importe, le coût total du programme fait sourciller. C'est une facture qui est assez impressionnante. Donc, le Pentagone et aux États-Unis, ça s'appelle le GAO, donc le Government's Accountability Office, qui est un peu le vérificateur général. Le vérificateur général, tout à fait, sont opposés à la façon de développer l'avion. Donc, le GAO veut limiter les achats à 24 exemplaires par année, tant que les 3 versions n'ont pas été testées en entier. Tandis que le Pentagone, lui, ce qu'il veut faire, c'est acheter, suite à une idée de Lockheed, le maximum d'aéronefs à chaque année pour faire baisser le prix unitaire. Et là, une fois que l'appareil est certifié et tout a été testé, venir modifier ces avions-là qui sont déjà été construits. Il y a un mot, une expression, mais c'est on va y revenir là-dessus. OK, parfait. Je veux être sûr qu'on le mentionne parce que c'est un très beau concept inventé. C'est-tu Lockheed qui a inventé? C'est Lockheed qui a inventé ça. Ah, OK. Good. Et puis, donc, c'est ça. Donc, en 2007, le plan était d'acheter 60 avions en 2010, 185 en 2012, 275 en 2013. En tout, les partenaires du programme souhaitaient acheter 2400 avions. Les partenaires, on va en parler à l'épisode 4. Ouais. Donc, on continue notre historique. Donc, cette façon de faire là du Pentagone, c'est avec pleine complicité de Lockheed, c'est ce qui s'appelle le Concurrency Testing and Development. C'est un développement et des tests pas en concurrence, mais en simultané. OK. Donc, on paie encore les frais, c'est exclu nous si on n'a pas d'acheter d'F-35, mais les clients de F-35, surtout les Marines qui ont été dans les premiers à recevoir des avions, paient encore les frais de cette façon de développer les avions-là. Les Américains, avec la force aérienne américaine, ils ont encore des problèmes avec ça, on va en discuter plus tard. Donc, c'est ça. Mais c'est... Je pensais que tu t'en allais sur autre chose. Là. Ouais, mais j'ai fini mon sujet. Fait que... mais c'est le... C'est ce petit côté-là que je trouve vraiment... je vais le dire simplement. Là. C'est des idées et des concepts comme ça qui contribuent à donner une mauvaise image à, dans ce cas-ci, Lockheed. L'aérospatiale en général. Et par ricochet, très gros ricochet, l'aérospatiale en général. Parce que, tu sais, le concept de dire on va produire, opérer et réparer en même temps, là, c'est un petit peu grossièrement résumé, mais ça ressemble un petit peu à ça. Là. Tu sais, à la limite, tu peux dire, ouais, mais il y a juste les États-Unis qui peuvent se permettre ça. Et encore. Mais tu sais, quand après ça, quand tu vas avoir des opérateurs, des partenaires, admettons la Norvège, par exemple, qu'on a tendance à oublier, là, et qui s'est fait designer un parachute pour installer dessus, là, ils n'ont pas les moyens, eux autres, d'opérer, puis on réparera quand le problème se présentera. Tu sais, fait que c'est un petit peu... Je trouve ça un petit peu...
c'est ambigu, c'est boiteux comme système. Puis je trouve que ça contribue à donner un mauvais nom. C'est une façon que Lockheed a trouvé de se faire payer peu importe qui arrivait. Exactement, tout à fait. Puis ça, je trouve ça dommage, vraiment. Pour ce que ça vaut, mais quand même. Il reste que c'est pas... En tout cas, le F-35 a un mauvais nom. On s'en cachera pas. Puis en grande partie, c'est une des raisons pour lesquelles les gens se sont mis à haïr. Des gens comme... comme Grégory Blanc. La parenté. Non, moi, c'est plus spécifique et beaucoup plus technique. Mais tu sais, nos parents, des grands-parents qui veulent rien savoir du F-35, là, mais qui n'ont jamais vu l'avion de leur vie. Exactement. Ils ont entendu que ça coûtait cher puis ils sont contre. Exactement. Donc, poursuivons. On va revenir à parler des coûts plus tard. Là. Vous inquiétez pas. Ouais. Donc, là, on va faire une trêve de mauvaises nouvelles. On va parler un peu du logiciel du F-35. Ah ben oui. Mais on n'avait pas dit une trêve de mauvaises nouvelles? Non, mais le logiciel, c'est correct. OK, d'accord. En général, si on regarde de toute façon ça s'est passé, c'est pas là qu'il y a la plus grande partie des problèmes de l'avion. C'est vrai. Donc, on vous en a parlé au dernier épisode. Les performances de l'avion moderne, ça va souvent de pair avec le logiciel. Donc, le logiciel permet de faire des trucs qui n'étaient pas possibles de faire avant quand c'était des systèmes analogues, en fait. Donc, qu'on pense à un F-16 ou un Mirage 2000 avec commande de vol électrique, c'est les ordinateurs qui permettent de faire ce truc-là. Le F-117 ne pourrait pas voler sans ordinateur. Exact. C'est son aérodynamisme bizarre. Donc, le logiciel va intégrer les capteurs, que ce soit les données sur le moteur, les données sur l'aérodynamique, et vont permettre au pilote de faire voler l'avion. Sur un avion de commande de vol électrique, c'est un système de pilotage par vote. Donc, le pilote va voter que moi, je veux monter. Donc, il tire la manche par en arrière. L'avion va dire, OK, il y a une personne qui veut monter. Donc, l'avion va aller sonder les autres membres votants du conseil. Ouais. Et si tout le monde dit oui, c'est bon, on peut monter. Les autres personnes étant les ordinateurs. Ouais. Donc, oui, on peut monter. Mais si l'avion est à la limite du décrochage, ben, l'avion va faire, le pilote va dire, je veux monter. L'avion va faire, non, on monte pas. Parce que le vote aurait été contre ce que le pilote a décidé. OK. Donc, c'est une belle façon d'illustrer. Ouais. Ben, c'est ça, c'est fly by vote. Mm-hmm. J'ai pris ça du Fighter Pilot Podcast de Vincent Aiello. Okay. C'est comme ça qu'il explique ça. Je trouve ça excellent. Donc, les versions du logiciel sont appelées des blocs dans le cas du F-35. C'est aussi non seulement c'est la version du logiciel, mais c'est aussi la version de production de l'avion. Mm-hmm. Donc, si on veut le niveau de modification qu'il y a sur l'avion. Ouais. Donc, il y en a eu 6 juste pour la phase du SDD, il y a eu 6, si on veut, phases de logiciel. Ouais. La première, c'était le bloc 1A/1B. On avait 78% des 8,3 millions de lignes de code qui étaient testées, qui roulaient sur les systèmes de l'avion. Ouais. Là, avant que vous pensiez que 8,3 millions de lignes de code, c'est épouvantable, c'est effrayant, c'est beaucoup trop de lignes de code. Un ordinateur, un laptop qui roule Mac OS a 80 millions de lignes de code. Donc, c'est le F-35, son logiciel est 10% moins complexe que votre OS dans votre PC. Puis en fait, ce qui touche par rapport au logiciel, c'est que c'est la première fois... Ça sonne gros, puis quand on lit, on regarde ce qui se passe au niveau du F-35, c'est parce que c'est la première fois que sur une plateforme comme ça, donc un avion, il y a autant de lignes de code. Mais c'est vrai, effectivement, très bon point que c'est pas le plus... Relativement parlant, c'est pas vraiment beaucoup. Il y en a plus dans votre téléphone. Ouais. Donc, le bloc 1A, c'était utilisé pour l'entraînement initial des pilotes et la version 1B, sécurité à niveau multiple initial. Donc, contre le piratage, quelqu'un qui voudrait essayer de se connecter sur le lien 16 en vol de l'avion et essayer d'avoir accès au système. Ouais. La version 1B venait mettre, si on veut, des coupe-feux, des protections comme ça. Okay. Ensuite, il y a eu le bloc 2A. On est allé ouvrir l'enveloppe de vol et permettre la fusion de données hors avion. Et puis le lien de données initiales et l'attaque électronique et le débriefing d'émission. OK. On était rendu à 86% du code. Ah ouais, OK. Bloc 2B, capacité de combat initial. Donc, on parle des liens de données. La fusion multi-aéronef et arme initiale, 87% du code. Donc, quand on parle de fusion multi-aéronef et de fusion hors avion, c'est qu'avec le bloc 1,
Et avec le bloc 1, l'avion pouvait fusionner ses propres... Donc, il pouvait fusionner les données du radar, des détecteurs radar sur l'avion, des caméras infrarouges, tout, fusionner ça dans l'écran du pilote. Avec le bloc 2, là, on a les données qui viennent d'un bateau, d'un avion radar, d'un radar au sol. Avec le bloc 2B, on a les données qui viennent de l'avion, qui viennent de l'extérieur et qui viennent de d'autres F-35 qui vont être fusionnés dans un aéronef. Ouais. Le Corps des Marines a déclaré la capacité opérationnelle initiale avec la version 2B le 31 juillet 2015, il y a exactement 5 ans. Et que le temps passe vite. C'est incroyable. Hein? Ouais. Ensuite, il y a eu le bloc 3I, I pour intérimaire. Ouais. Donc, même capacité que le 2B, mais avec du matériel amélioré, notamment, ce qu'on vous avait parlé dans le dernier épisode, le Integrated Core Processor, qui était une nouvelle version. Ouais. Donc, 89% du code. Ensuite, la Force aérienne américaine a déclaré la capacité opérationnelle initiale avec cette version-là en août 2016. Donc, un an après le Corps des Marines. Et là, en ce moment, ce qui roule sur les avions en service, c'est le bloc 3F. 100% du code et des capacités de l'avion qui étaient proposées à la signature du contrat. Donc, le développement est complet en ce moment avec le bloc 3F. OK. Fait qu'on... On est juste 19 ans en retard. Détail. Donc, pour le futur, la prochaine version va être le bloc 4. Ils sont déjà en train de travailler. Il va peut-être avoir un bloc 4A ou 4B. Au prochain épisode, on va vous en parler. Mais juste pour un petit amuse-gueule, rafraîchissement d'avionique, amélioration des capacités, au niveau des supports de guerre, mesures de support de guerre électronique et intégration du système Rover. Le système Rover, c'est pas un astromobile pour aller explorer Mars. Ouais. C'est un lien vidéo entre l'avion et le sol. Quand on a des troupes au sol qui veulent avoir un appui aérien rapproché, ils sont capables l'avion est capable d'envoyer les vidéos qu'ils voient avec leur pod de données de visée, exemple un Sniper ou un Lightning 3. Ils sont capables de prendre ce signal vidéo-là et de l'envoyer au sol à un soldat qui a une tablette comme un Toughbook, Panasonic Toughbook. Ouais. Et là, qui est capable de voir ce que le pilote voit. Puis là, le pilote qui dit, c'est ça que je vois. Ouais, mais tu vois la maison qui est en haut à droite dans ton écran, 100 pieds à gauche de ça, en arrière de l'arbre, c'est là qu'il y a le méchant. Ah, OK, exactement, je sais c'est où. Là, le pilote peut bouger sur le point laser et puis là, confirmer, oui, c'est là, t'as la bonne place, go. OK. Je t'autorise à larguer ton arme. Ouais, OK. Et si on regarde encore plus loin dans le futur, on a le bloc 5 et le bloc 6 qui s'en viennent éventuellement. Le bloc 5, c'est vraiment, on s'en vient un petit peu Star Wars, donc un brouilleur laser. Donc, c'est le THNDR, le Threat Nullification Defensive Resource. OK. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations encore là-dessus, mais c'est des trucs sur lesquels ils travaillent. Mais quand on jasait de ça, Olivier, ça fait pas partie des systèmes futurs éventuellement qu'on veut installer sur l'avion, qu'on n'est pas sûr, par exemple, qu'on va avoir assez de puissance pour l'opérer? En fait, ça, je crois que c'est pas un laser comme qu'ils veulent mettre sur le AC-130 pour vraiment détruire un camion au sol. Okay. C'est des petits lasers qui vont venir brouiller. Donc, si y a un missile infrarouge qui se dirige vers l'avion, le laser va juste éclairer le capteur du missile et le missile, il verra plus rien. Donc, il ne pourra plus suivre l'avion. Fait que comme un pointeur laser avec les imbéciles qui s'amusent à... Exactement. Ah, OK, d'accord. Mais de façon légale. OK. Donc, le premier F-35, on vous en a déjà parlé, qui avait la réduction de poids, la version A, c'est le AF1 qui a volé le 14 novembre 2009. Mm-hmm. Donc, le F-35, juste vérifier, donc le F-35A qui avait la réduction de poids a volé après le premier F-35B. OK. Donc, le A. Ouais. Et la phase du SDD se termine le 11 avril 2018 par un vol de l'appareil CF2, donc le deuxième F-35C, transportant une GBU 31 et un AIM-9X en charge externe. OK. Et puis, donner des chiffres un peu à quel point ça a pris. C'est énormément de travail de faire une phase SDD sur un avion, peu importe lequel, que ce soit un avion civil, un hélicoptère ou un avion militaire. Donc, le JPO, le Joint Project Office, qui est en charge du programme du F-35, ils ont fait 9200 missions, donc 17 000 heures de vol, et vérifié 6500 points de test dans ces 9200 missions-là. Il y a eu 1500 atterrissages verticaux de la version B, 6 périodes d'essai en mer pour le F-35B et le F-35C.
Et par contre, la fin du SDD n'a pas marqué la fin des tests de l'avion. L'avion est passé à la prochaine phase de test, qui est en anglais le Initial Operational Test and Evaluation, le IOTE, où là, vraiment, on va simuler l'avion en conditions de combat réel, sans faire face à un ennemi, mais vraiment là, avoir un tempo d'opération de mission qui se rapprocherait de ce qu'il y aurait en temps de guerre. Donc, voler l'avion dans des endroits où il y a beaucoup de brouillage électronique, où il y a d'autres avions qui viennent essayer de les intercepter. Ouais. Donc, vraiment, au lieu de vraiment d'aller voler et faire tester. Donc, je dois tester un virage à droite à 2G en montant, en accélérant de 50 nœuds. OK. Là, c'est vraiment, je dois vraiment tester une mission, puis revenir à la base, réarmer, repartir, voir comment ça se passe pour l'avion. Mais il y a des escadrons opérationnels déjà de F-35 qui ont été au combat, non? Ça fait partie de la concurrency testing. Okay. L'avion est opérationnel au combat, qui a une capacité initiale. Oui. Et ils sont encore en train de faire des tests. Et là, ces tests-là, le IOT, ça a été reporté souvent. Ils n'arrivent pas à trouver un espace aérien suffisamment grand avec assez de brouilleur et de radar pour simuler les ennemis, pour pouvoir justement challenger le F-35 assez pour le tester au maximum de ses capacités. Fait que ça pourrait-tu que... Est-ce que tu penses que ça se pourrait qu'on arrive à un point où on sera pas capable de tester l'avion dans une réalité qui lui est, comment dire... on n'arrivera pas à le tester ce pourquoi il a été conçu, dans le fond. Il va y avoir la difficulté. Déjà des pays en Europe, pour tester l'avion, ils peuvent pas tester l'avion, ils peuvent pas s'entraîner avec les capacités réelles de l'avion en vol, parce que s'ils le feraient, ils feraient planter le système de télécommunication du pays, le système de navigation aérienne tomberait en panne, il y aurait des problèmes, l'avion est juste trop puissant. Ils le savent, ils ont fait des tests dans le désert aux États-Unis, isolés de tout le monde, ils savent que faut pas mettre tel système à on si on n'a pas vraiment besoin. Okay. Ça peut causer des problèmes. Et aussi, il y a des gens qui écoutent. Les Russes, exemple, les Polonais vont avoir des F-35. Donc, s'ils testent à pleine capacité de leur système, les Russes vont écouter. Ils vont ramasser des informations. Donc, les trucs qui sont vraiment sensibles, ils s'entraînent en simulateur. OK. Parlant de Russes, justement, il y a... il y a toujours eu la rumeur depuis le F-35, là, il y a toujours eu la rumeur comme quoi les Russes n'essaieraient pas de concurrencer l'avion directement, mais les systèmes comme tels. Donc, on a souvent entendu ces dernières années dire que les Russes travaillaient sur des gros systèmes de détection et non pas sur un concurrent avion direct du F-35. Là. Donc, c'est-tu fondé? Je sais que le système de défense, le S-400, est dit comme étant très, très performant, puis le 500 devrait être absolument amazing, semble-t-il. Donc, ça semblerait dire qu'effectivement, les Russes s'en vont plus vers un système de défense. Les Russes ont toujours été très forts en système de défense. C'est vrai. C'est un bon point. Mais d'un autre côté, un système de défense... je sais pas si vous avez regardé ce qui se passe en Libye en ce moment avec les mercenaires russes qui sont là-bas. Ouais. Puis il y a une gang qui est armée par la Turquie, une autre gang qui est armée par les Émirats Arabes Unis. Il y a un camion là-bas, c'est le Panzer S1, qui est lorsqu'il avait été révélé dans une exposition d'industrie. Je crois que c'était aux Émirats Arabes Unis. C'est un camion avec des missiles et des canons dessus pour défendre un espace aérien contre des drones spécifiquement. Ça va être très bon contre des drones. Et là, ils s'en font bousiller une quantité monstre de ces camions-là. Il n'y a plus personne qui en veut. Donc, c'est pour ça que ceux qui en ont acheté le donnent aux Libyens. Comme on n'en veut pas. Okay. Et ça se fait complètement démolir. Donc, oui, il y a des capacités qui existent, mais lorsque des fois les capacités arrivent dans le vrai monde, mais on se rend compte que c'est complètement de la frime. OK. Donc là, ça veut dire, ça sous-entend qu'éventuellement, pour être capable de le tester, il va falloir qu'il y ait un affrontement américano. Ou si les Russes sont capables de avec leur Sukhoi 57, d'avoir un avion qui a faible observabilité. Donc, mais c'est pour toute attaque, il y a une parade, et pour toute parade, il y a une contre-attaque. Donc, ouais, effectivement. Donc, ça va être intéressant à suivre. On va reparler du S400 au prochain épisode. C'est bon. D'accord. Je lance la ligne. Donc, le F-35
Quand on vous parlait du IOTE, du SDD, pour chaque nouveau bloc, il faut refaire le même exercice. Ouais. Donc, chaque nouveau bloc, il faut refaire un SDD. Et ensuite, il faut refaire un IOTE pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut. Et dans le futur, les prochains blocs vont être réalisés avec l'égide du programme C2D2. Continuous Capability Development and Delivery. OK. Donc, encore un peu de la concurrence, là, mais là, c'est plus un système auquel qu'on utilise déjà lorsqu'on vient mettre à jour, exemple, les F-18 au Canada ou les F-16 aux États-Unis ou les F-15. Okay. Donc, il y a des escadrons qui volent avec les appareils en opérationnel. Et il y a une autre gang d'escadrons qui, eux, ils font juste du développement pour la prochaine version de logiciel. Et lorsqu'elle est prête, l'escadron de développement l'envoie un escadron de test opérationnel qui s'assure que tout fonctionne comme il faut. Ils développent des techniques, des tactiques, des procédures. Après ça, ils envoient ça dans les escadrons. Et voici une nouvelle version du logiciel. OK. On vous envoie des instructeurs, ils vont montrer comment ça fonctionne, puis continue comme ça. OK. Donc, on retourne dans la controverse. C'est ça, là. J'appréhendais, là. Je regarde mes notes, puis je vois que moi, je suis rendu à problème de développement. Donc, dès le début, le fait d'avoir un avion qui a 3 rôles distincts, ça fait sourciller. Ouais, ben c'est le fameux Jack of all trades, Master of none. Ouais. Donc les gens ont encore en souvenir le F-111. Oui. Le fameux programme de McNamara. Oui. Donc dans la version, le F-111A a été développé, fonctionnait au début de la misère, mais par la suite c'était un très bon avion. Les Australiens l'ont acheté d'ailleurs. Mais la version B est abandonnée en cours de route. C'est un peu un F-35 qui avait un surplus de poids. Mm-hmm. Donc, le F-111B, en fait, c'est un avion qui devait remplacer les Phantoms sur les porte-avions américains comme chasseur. Donc, il devait décoller, s'en aller loin du porte-avions pour guetter les bombardiers soviétiques qui viendraient lancer des missiles contre le porte-avions. Donc, le système, il y a eu 7 avions de construits, mais les performances, ils n'ont jamais été au rendez-vous. L'avion était trop lourd pour venir apponter sur le porte-avions. Il était trop lourd pour être catapulté de façon sécuritaire. Donc, s'il avait perdu un moteur lors du décollage, il perdait l'avion. Il n'y avait pas de marge de performance vraiment sur le F-111. Ouais. Puis déjà, il n'y avait pas des très bons moteurs. Et puis, pour la petite histoire, Grumman a été choisi pour construire et développer le successeur du F-111, donc le F-14 Tomcat. Ouais. Donc, ils ont repris le radar, le WG-9, les missiles AIM-54 Phoenix, et les très, très bons moteurs Pratt & Whitney TF-30. Ouais, ça... C'est pas leur heure de gloire, hein? Ouais, les TF-30, alors moi qui suis un grand fan de Pratt, moi aussi d'ailleurs, c'est pas leur programme le plus d'après moi, il y a une rumeur qui court, Olivier, là, on garde ça entre nous autres. Elle galope. Il y a une rumeur comme quoi il aurait mis des stagiaires là-dessus. Les stagiaires des étudiants, des emplois d'été. Fait que tous ceux qui ont travaillé sur le TF-30, ça a l'air que ouais, c'est ça, c'était des étudiants puis des Mais blague à part, effectivement, ça a pas contribué à donner une belle image au F-14. Au F-14, au F-111, ça a été l'enfer. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce moteur-là. Mais dans le cas du F-111A, ils avaient pas un problème parce qu'ils avaient moins de problèmes parce qu'ils avaient jamais, ils arrivaient jamais à basse vitesse à angle d'attaque élevé comme un avion qui arrivait sur un porte-avions. Exact, ouais. Et puis, donc, ils avaient pas ce problème-là. Mais dans le cas du F-14, en plus que le F-14 qui manœuvrait violemment en vol, les moteurs avaient tendance à s'éteindre d'eux-mêmes. Dans Top Gun, la scène où Maverick, il perd le contrôle de l'avion, c'est un accident qui arrivait souvent sur les Tomcat. Oui. Donc, des moteurs qui, suite à une évolution avec un angle d'attaque élevé, recevaient de l'air turbulent et les moteurs avaient un décrachage de compresseur et le moteur arrêtait carrément. Et après ça, dans le film, quand Goose s'éjecte et frappe le canopé, c'est des accidents qui arrivaient vraiment dans le F-14. Donc, c'est pas dramatisé pour le film, mais oui, il y a vraiment des gens qui sont morts. C'est pas Tony Scott qui a fait ça pour le... Il y a vraiment des gens qui sont décédés en frappant le canopé okay. après une vraie plat dans un F-14. OK. Donc, et tout ça drivé par nos bons moteurs. Nos très bons moteurs de Pratt & Whitney. Donc, on ne vous salue pas sur ce projet-là. Non, pas en tout. Dans ce cas-là, c'est questionable engines. Oui, absolument. Donc, dans le cas du F-35, le problème vient de la version à décollage court et atterrissage vertical. Of course. Donc, c'est elle qui critique au niveau du poids. Oui. Donc, si normalement, faire un avion embarqué qui tient tête, un avion embarqué qui va sur un porte-avions qui est capable de tenir tête à un avion qui est terrestre, c'est relativement facile. Alors, on pense au F-4. Au F-18. Ouais. Donc, des avions embarqués qui ont trouvé succès sur la terre ferme. Le F-14, la même chose. Le F-14 qui a été vendu à l'Iran, qui était un avion qui dominait les chasseurs
conventionnel, pas embarqué à l'époque. Mais malgré les mauvais moteurs, le F-14 qui était un avion superlatif. Le problème, c'est de faire un avion qui a décollage court et atterrissage vertical, qui en plus fait les autres choses. Ouais. Donc c'est là que c'est le problème. Donc, d'où le problème de poids que l'avion avait au début. Et puis, malgré ça, il faut quand même donner des fleurs à Lockheed qui ont quand même réussi à remettre le poids sous contrôle. À ce niveau-là, oui, parce que si on a des ingénieurs qui nous écoutent ou qui ont de la famille qui œuvrent là-dedans, le gros du problème, c'était pas d'enlever le poids, en fait. C'était de ne pas le regagner ailleurs. Donc, ça a été un gros dilemme parce que la fameuse escouade qu'ils avaient développée pour traquer pour courir après les idées, là, pour enlever du poids, faire perdre du poids à l'avion, devait aussi s'organiser pour pas que l'idée d'à côté vienne leur pirater du poids. Exactement. Fait que mais il y a des belles histoires par exemple par rapport à ça au niveau du puis là je parle pas des gens qui ont fait de l'argent là, mais je parle des affaires, des trucs d'ingénierie, des vraies solutions d'ingénierie. Tu sais, par exemple le premier là je veux pas scooper une de tes affaires là, tu me le diras Olivier, mais tu sais le premier avion qui a volé de série, la porte on en parlait en préparation d'émission là, la porte du train d'atterrissage du nez c'était une grande porte. Et tout bon pilote qui se respecte va peut-être pas savoir, mais va se douter que, oh my god, une aussi grosse porte, ça risque aérodynamiquement de poser problème. Et t'en as d'ailleurs parlé toi-même, Olivier, là. Et effectivement, ça créait du lacet. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, ben écoute, c'est pas compliqué. Si tu veux éviter ça, on va faire une porte à deux, un système à deux battants, tu sais. Et cette idée-là est sortie pendant la série de SWAT là, où on voulait perdre du poids. Mais les gens qui nous écoutent vont dire, c'est quoi le rapport avec un problème aérodynamique et un gain une perte de poids, là? Ben, c'est tout simplement qu'en ayant une porte à deux battants comme ça a permis de réduire la dimension des vérins? Pas des vérins, mais j'ai le mot en anglais, je m'excuse, là, j'allais dire des vertical... des gouvernes de direction verticale. J'allais dire, c'est pas le rudder, là, c'est la gouverne complètement, là, qui a pu, vu qu'on avait moins de lacets à contrôler à basse vitesse, on a pu se permettre de réduire de quelques pouces. Là. C'est pas, il n'y a pas 3 pieds de moins. Là. Ce qui a permis de sauver du poids. Puis c'est ça que je veux dire par des belles histoires d'ingénierie, c'est que il y a des gars qui ont vraiment réfléchi là, pour dire, hey, la porte est plus pesante. En ayant une porte à deux battants comme ça, la mécanique qui vient avec a fait en sorte qu'il y a pas, je sais même pas si c'est plus pesant, mais il n'y a pas eu de gain au niveau de la porte. Mais on en a sauvé au niveau de la gouverne. Donc, fait que c'est du beau travail d'ingénierie. Il y a vraiment des belles histoires à ce niveau-là. Quand tu seras prêt, on embarque sur les problèmes de développement. Il y a quelques petits points qui sont intéressants. Je vais revenir un peu sur le concurrency testing. Vas-y. Parce que moi, les problèmes de développement... il y a quelques petites affaires que je veux... Juste pour le concurrency testing, pour finir, un des problèmes qui est... on a parlé du poids, mais il faut revenir sur le concurrency testing parce que c'est vraiment le principal reproche qu'on peut faire au programme du F-35. Donc, dans les premiers avions qui ont été construits, dans les numéros de série, les plus vieux avions qui sont en ce moment, ils ne pourront jamais être mis au standard, au même niveau que les avions plus récents. Parce que la structure a changé, légèrement changé. Donc, le nouveau processeur ne peut pas être installé sur un plus vieil avion. Donc, il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc, ces avions-là, c'est comme si on se ramasse avec des avions qui sont comme, on fait quoi avec ça? En fait, c'est ça la controverse qu'il y a en ce moment, c'est que les Marines ont déjà annoncé que... c'est pas finir. Excuse-moi, Olivier. Pardon, je veux pas te couper. Donc, je suis horrifié de ça, fait que... c'est ça. Donc, la US Air Force a prévu le coup. Ouais. Eux, ils planifient avoir un escadron de F-35 en configuration agresseur pour entraîner leurs pilotes de F-22, de F-16, de F-15 à se battre contre un avion de 5e génération. OK. Donc, ils se sont dit, ces avions-là, les plus vieux, on ne pourra pas s'en servir pour entraîner nos pilotes parce qu'ils ne seront pas représentatifs de ce qu'il y a en escadron.
on peut pas les envoyer au front parce que ils ont pas toutes ils ont pas toutes les possibilités. Donc, on va s'en servir pour les entraîner. Du côté du corps des Marines, eux, ils pensent à diminuer la taille de ces escadrons de F-35 de 16 à 10 avions dans le futur. On peut présumer que les 10 avions qui vont garder par escadron, ça va être les avions les plus récents. Ouais. Puis qui vont prendre les plus vieux F-35B. Rappelez-vous, là, eux autres, ils étaient opérationnels avec le bloc 2B. Ouais. Donc, il y a très longtemps, en 2015. Et donc, on peut présumer que les avions qui ont été construits en bloc 2B vont être mis de côté. Ouais. Puis en fait, c'est ça. Donc, excuse-moi, Olivier, je voulais pas te parler plus vite que toi. Mais c'est... moi, c'est sur ce point-là en particulier, c'est la controverse qui m'avait un petit peu allumé parce que, encore une fois, les gens qui connaissent un peu l'histoire du F-35, mais de façon vraiment amateur et la seule chose qu'ils entendent, c'est de dire, ben là, on a acheté un avion il y a même pas 5 ans. Là. En tout cas, on a signé le contrat il y a 5 ans, mais physiquement, l'avion, ça fait à peine 5 ans qu'il est sur le tarmac, là, puis il faut déjà s'en débarrasser, puis c'est effectivement ce qui va arriver. Puis quand je dis débarrasser, ça veut pas dire qu'ils vont passer la scie dedans. Là. Comme tu dis, ça peut peut-être être réutilisé pour simuler des agresseurs ou whatever, mais il reste quand même que ce ne seront pas des avions jamais qui seront amenés au front et de opérer de façon vraiment au maximum de ses capacités. En fait, oui, ils ont atteint le maximum de leur capacité en fonction du bloc où est-ce qu'ils sont rendus, mais c'est quand même débile que même pas 5 ans après être entré en opération, on va être obligé de se débarrasser. Puis là, c'est ça, ces avions-là, ils sont les 2B, ils ont probablement modifié au bloc 3F. Probable, oui. Mais ces avions-là pourront probablement pas être modifiés en bloc 4. Mais en fait, ce qui risque d'arriver aussi, c'est que ça va coûter trop cher. Parce que connaissant Lockheed, probablement qu'eux vont dire oui. Mais... Dans certains cas, oui, ça va coûter cher. Mais dans d'autres cas, je crois que l'avion, il faudrait qu'il démontre qu'il le fabrique à moitié. Donc, c'est pas juste pas le faire de ça le vaut construire. pas la peine, effectivement. Par contre, la marine américaine, comme on en a déjà parlé, que les autres, ils prennent leur temps pour avoir les F-35. Ils ont compris. Ils laissent les autres développer l'avion. Et là, un des avantages que eux ils ont, c'est que les avions qu'ils vont avoir dans leur escadron, c'est des avions qui vont être construits plus tard, donc ils vont pouvoir être mis à jour. Oui. Ils auront moins de problèmes d'obsolescence que les F-35B, les Marines. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, puisque historiquement parlant, on sait que d'habitude, les avions de la Navy, ce sont des avions qui souffrent beaucoup plus dans tous les sens du terme. Là, je parle pas juste même structurellement, là. Opérationnellement. C'est très, très dur. Exactement. Donc, fait que je sais pas si c'est... Peut-être que la Navy dirait « Oh oui, c'est réfléchi. » Je sais pas si c'est à ce point-là, mais il y a vraiment une initiative qui a été prise quelque part, une décision qui a été prise de vraiment le tasser, parce que quand vous regardez les lots qui sont signés tous les ans, dire, mettons, quand on entend dans les nouvelles que Lockheed Martin a signé un nouveau contrat d'acquisition pour 22 avions, puis là, il y en a 10 pour l'Air Force, 8 pour les... puis il y en a toujours juste 2 ou 3 pour la Navy. Là. C'est qu'ils retardent le plus possible pour pouvoir justement acheter une grande quantité d'avions plus tard. Ouais. Et avec ce test-là en simultané, on ne sait pas vraiment encore avec ce que les opérateurs des autres pays vont faire. Il n'y a pas de plans qui ont été. On sait que les Anglais, les Hollandais ont probablement les plus vieux avions. OK. Et ensuite ça va aller avec les Norvégiens et puis les Australiens. Après ça, je pense que c'est les Italiens et les Japonais qui ont les Coréens. OK. Grosso modo. Qu'est-ce qui va... Est-ce que tu le sais, avant que tu partes tu continues, Olivier, est-ce qu'il y a des plans qui ont déjà été discutés pour, mettons, comme là, les Anglais, même si ce sont des partenaires de niveau 1, là, qu'est-ce qui va arriver avec leurs avions les plus vieux? Il va falloir qu'ils en rachètent d'autres tout court? Là? On ne sait pas. OK. J'ai pas trouvé d'informations. Okay. Peut-être que ces pays-là, eux autres, ils gardent ces informations-là pour eux. Pour pas mettre... Fait que dans le fond, au Canada, ça me surprendrait que ce soit planifié, connaissant notre... Non, c'est sûrement pas planifié, mais c'est un bon addon du mais fait qu'on n'ait pas c'est un bon addon. tout à fait. Ouais, OK. Donc, laissons les autres avoir des problèmes pour une fois que c'est pas nous autres qui doivent souffrir d'un développement interminable d'un aéronef. Là. Exact. On pense à toi, CH-148. si Justin nous écoute, beau travail. Donc, on a le coût du Concurrency Testing en 2016, il a été évalué à 1,6 milliard depuis le début du programme. Juste pour modifier des avions qui ont été construits à un standard qui est rendu obsolète. Ouais. Donc, le coût unitaire des avions, par exemple,
a continué de baisser systématiquement depuis le début du contrat. Donc, j'ai quelques chiffres ici. Là. C'est prêt pour une soupe aux chiffres. Ouais. Donc, en 2007, le premier lot de construction à faible... c'est quoi, low rate? Faible taux. Ouais, taux de production. Taux de production faible. Donc, c'est 2 F-35A. On avait un coût unitaire de 221 millions par avion. C'est un bon deal. Oui. L'année d'après, le lot 3, on avait 18 avions, 9A, 9B, 128 millions par avion. Donc, déjà, on a quasiment diminué de moitié en 2 ans. En 2011, le lot 5, on avait 32 avions. OK. Et puis, pour la version A, on était rendu à 107 millions par avion. OK. En 2017, le 11e lot, là, on avait 141 avions. 66 qui ont été livrés cette année-là. Les F-35A étaient rendus à 89 millions, les B à 115 et les C à 107. Ouais. Et là, en 2020, le lot 14, qui est le dernier qui a été autorisé, la quantité permise, c'était 169 avions. Il n'était pas encore défini la quantité de A, de B et de C. Donc, on parlait pour le A, on était rendu à 77,9 millions. Le B, 101,3 millions. Le C, 94,4 millions. Ouais. Fait que pour le A, on a été capable de descendre, de passer la fameuse barrière psychologique du 80 millions. Ouais. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui pensent que faut que ce soit en dessous de 100 millions. C'est 80. En fait, c'est 80 le chiffre magique, là. Puis moi, je pense pas que le B va être capable de l'atteindre. Par contre. Le C, probablement, juste parce que la Navy va en acheter beaucoup. Mais le C, parce qu'il est plus compliqué à construire, il ne sera pas capable de descendre là. Le B, tu veux dire? C'est ça, le B, oui. Ouais, OK, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Puis le 400e avion... Ils n'achèteront pas assez. C'est ça. OK. Mais aussi, même s'ils en achèteraient beaucoup, il est juste plus compliqué à faire. Fait que je pense qu'ils seront juste pas capables de... parce qu'il y a la fan dedans. Oui. Il y a un paquet de cossins que les autres n'ont pas. Ouais. Donc, le 400e avion a été livré en juin 2019. Et le 500e a été livré au mois de mars de cette année, donc en 2020, et va être basé à Burlington. Oui, avec l'Air c'est National vrai, Guard. les Green Mountain Boys, ils ont... Donc, les F-35, vous voulez en voir? Aller à Burlington? Ben, pas là, parce qu'il y a une pandémie, là. Oui. Mais quand ça sera fini, ce dérangement-là, allez à Burlington, vous allez voir des F-35, dont le 500e F-35 livré. Oui, exact. Les coûts, c'est pas le seul problème de l'avion. Il y a aussi des zones de trouble au niveau de la performance de l'avion de cet avion-là. Donc là, on va... lâche-toi là, Greg. Ah, ben écoute, il y a pas mal de choses qui sont sorties ces dernières années. Puis ce que tu as oublié... Jump In, c'est vraiment pas une compétition. Là, non? Non, quand même pas, parce que je suis pas de taille à lutter arrête-moi ça. avec Capitaine Lacombe. Non, mais il y a plusieurs petites choses qui ont été highlightées ces dernières années. Au niveau déjà la quantité de problèmes chiffres qui ne semblent pas vouloir descendre. On est passé d'1 millier et quelques de problèmes à... Là, on plafonne depuis à peu près un an et demi à 800 quelques. Puis des problèmes, quel genre de problèmes? Ben déjà, il y a beaucoup de problèmes logiciels. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à de la programmation, tant au niveau de l'avion que du système de contrôle de logistique, le fameux ALICE. C'est quoi ALICE? C'est Autonomous Logistics Information System? Information System, ouais, quelque chose comme ça. Un système donc, qui permet à l'avion de communiquer avec la base et de transférer toute l'information au niveau du vol, au niveau de la maintenance, tout. Là, autant que de la pression des pneus jusqu'à... du data qui a été retrouvé pendant la mission pour de l'intelligence au niveau des forces. Là. Donc, c'est vraiment très large comme système. Et puis, c'est tellement gros et c'est supposé tellement tout faire tout seul qu'on s'en doute, c'est très complexe. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau informatique. Mais il y a encore quand même certains petits problèmes au niveau structural, au niveau physiquement, au niveau de l'avion. Un des plus cocasses et des plus amusants, en mon sens, c'est le fameux problème avec le gun. Donc, on sait que sur le F-35, il y a juste le A qui est équipé d'un canon interne. Le B et le C, c'est dans un pod qui est installé à la demande.
Et donc, sur le A, on a entendu ces derniers mois que, premièrement, il tire pas droit. Et en plus de ça, tout le système d'attache, donc en bon français, les brackets, et de même que le fuselage, le skin, là, le revêtement, excusez-moi, de l'appareil qui ont les deux, là, les attaches et le revêtement qui ont une fâcheuse tendance à craquer. Puis ça, c'est lié à deux phénomènes en particulier, la vibration comme telle et au niveau du revêtement, c'est parce que en tirant, le canon émet, il y a une fréquence à émettre, il y a une fréquence particulière qui fait que le revêtement a tendance à craquer là, autour du canon. Là. Donc, c'est un problème qui est connu. Vous allez me dire, OK, oui, c'est vrai, c'est cocasse, c'est drôle, effectivement, mais tu sais, next. Mais c'est pas encore réglé. Puis ça, c'est en date du mois de juillet de cette année. Là. Et ceux qui écoutent l'Aéropod, on en a parlé plus tôt cette année, comme quoi il y avait un problème avec le canon. Fait que c'est toujours pas réglé. On a aussi des problèmes au niveau de la pression dans le cockpit. Donc, il semblerait que ce soit un problème aérodynamique au niveau de l'avion. Il y aurait un problème qui créerait une surpression qui ferait que ça causerait des là, en français, je sais pas, le excruciating, c'est assez... Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Donc, c'est des problèmes de pression au niveau des sinus. Au niveau des sinus et des oreilles, là. Comme en avion, quand on descend trop vite. Exactement. Fait que je dis aérodynamique et c'est système, mais ce serait aussi lié à un problème aérodynamique de là où l'avion prend son air au contrôle, je sais pas trop quoi. C'est pas très clair et je comprends tout à fait pourquoi Lockheed veut pas que ce soit très clair. Il y a le fameux problème avec le casque. Ouais, le casque. Ça, le casque, qui est absolument c'est révolutionnaire là, comme technologie. Là. Puis il y a deux casques différents. Il y a British Aerospace qui en a fait un pour les Anglais et il y a Collins qui en a fait un pour les Américains. Mais le casque, le gros problème qu'il y avait avec le casque au début, c'était qu'il y avait une latence entre quand le pilote tournait la tête avec la caméra infrarouge. Ouais. Il y avait une latence entre je tourne ma tête et là l'image suit après. Donc c'était très... Ça, il semblerait que la latence, le problème a été réglé. Oui. C'était entre autres un problème de processeur, là, qui fait qu'il y en existait des plus puissants, mais là, on avait des problèmes de refroidissement. Mais là, l'autre problème qu'on a encore aujourd'hui par rapport à ça, c'est au niveau de la visée nocturne intégrée, qui est encore problématique et qui fait que la Navy ne veut pas que ce soit utilisé en ce moment au niveau des appontages de nuit, par exemple. Donc, fait que, quand une partie de ta job, c'est d'opérer en plein milieu de l'océan, puis la plupart du temps d'atterrir, de revenir. Parce que souvent, les avions décollent de jour. Mais tout dépendant de la mission, vont devoir revenir en soirée, fin de soirée, voire même de nuit. Donc, ça peut être problématique. Et ça, c'est pas encore réglé pour le F-35C. On a la fameuse speed limitation aussi. Ouais, on a parlé à l'Aéropod que quand ils ont testé le F-35, le B et le C, ils ont volé à répétition à Mach 1.6, mais pas 10 minutes par semaine, là, vraiment plusieurs heures par jour. Ouais. Donc, ils volaient 40 minutes en supersonique, ils allaient se ravitailler, ils retournaient en vitesse supersonique. Et ça a causé des délaminations et des criques au niveau de la structure à l'arrière de l'avion, où il y a des empennages. Ouais. Et puis, grosso modo, c'est en temps de paix, la solution, c'est qu'en temps de paix, on va respecter ces limites-là, mais en temps de guerre, on fait ce qu'on a besoin de faire avec l'avion, puis au diable les dépenses, là. Oui, ben là, c'est un petit peu ça qui était... Puis en fait, c'était vraiment drôle parce que quand cette nouvelle-là avait été sortie, ce problème-là, les gens disaient, ben là, franchement, un avion supersonique, il peut pas aller supersonique. Non. C'est que l'avion peut pas, il fera pas exprès de le faire longtemps en training. En temps de paix, oui. En temps de paix. Puis il y avait eu le pilote d'essai Billy Flynn, l'ancien pilote des Forces canadiennes, qui avait expliqué très bien c'était quoi le problème. Puis aussi, le F-35, c'est un concept d'opération qu'on en a déjà parlé dans Aéropod, où la façon d'opérer l'avion, c'est on se bat pas avec un F-35 comme on se battait avec un Phantom dans le temps.
Exact. L'avion a pas besoin pour faire sa mission, a pas besoin d'être supersonique. Oui. Puis ça c'est un très bon point, Olivier. C'est très important de le rappeler parce que je faisais partie de ces gens qui disaient que oh mon Dieu, le F-35 n'est pas aussi agile que le F-16, c'est inconcevable. Puis on essaie de me vendre une Toyota au prix d'une Ferrari, là. Mais en fait, il faut garder en tête que l'avion n'a pas été bâti pour ça. T'es pas supposé avoir à te battre comme le F-16. Au dernier épisode, on vous a dit que c'est le F-22 qui allait s'occuper de nettoyer le ciel. Exactement. Et non le F-35. Puis le F-35, on a parlé, l'avion est pas très maniable. L'avion, déjà, il y a la misère à accélérer parce que l'avion est très large, parce qu'il y a une soute. Une grosse soute pour amener les trucs. Mais l'avion a plus de traînée qu'un F-18 qui n'aurait pas de pylône externe. On s'y attendait. Ouais. Mais il n'y a pas de F-18 qui va au combat sans pylône externe. Les F-18, ils ont tous des pylônes externes avec des réservoirs de carburant et de l'armement. Exact. Et lorsque le F-35 va au combat en jour 1 d'une guerre, il n'y a aucun pylône externe. Tout l'armement est à l'intérieur de la soute. Et à ce moment-là, le F-35 est vraiment beaucoup moins de traînée que le F-18. Ouais. Il n'y a rien qui pend à l'extérieur. Donc là, c'est rira bien qui réaccélérera le moins vite, mais je garantis c'est le F-18. Oui, ben c'est ça. Là, c'est donc, pas le F-35. Ça fait partie des choses qu'il faut remettre en contexte puis je pense qu'ils sont importantes à remettre en contexte. C'est pas puis ça n'excuse pas Olivier le fait qu'il y a il y a des problèmes techniques mais et tout ça. Parce que les gens cherchent des bébites où il y en a pas. C'est ça. Que le cahier des charges au début disait que l'avion devait accélérer comme un Hornet. Ben l'avion accélère comme un Hornet. Donc il y a où le problème? Ouais. Vous êtes pas content parce que l'avion fait ce que vous nous avez demandé qu'il fasse? Ouais, tout à fait. Donc ça c'est un problème. Ensuite au niveau de la maniabilité, comme on a déjà parlé, au début, quand l'avion a commencé à voler, il y avait c'est le bloc 1 et le bloc 2. L'avion était limité au niveau du domaine de vol. Ouais. Donc, il pouvait pas aller chercher toutes sa pleine capacité. Ouais. Donc, il a été fait un grand cas d'un combat entre un F-16 et un F-35 où le F-35 avait fait piètre figure. Oui. Mais le but de ce combat-là, c'était pas de battre le F-35 ou le F-35 battre le F-16. C'était vraiment le F-16 volait un profil, le F-35 faisait le même profil. Il comparait, exemple, le coefficient de portance traînée, des trucs comme ça. C'était une mission de science de vol et non de je vais te battre avec mon F-35. Puisqu'il y a de très bonnes chances que le F-16 puisse le battre, effectivement. Mais l'avion n'a pas été conçu pour ça. Mais dans ce cas-ci, c'était pas le cas. Et lorsque l'avion est arrivé, ça c'était arrivé en 2014. Et lorsqu'ils sont arrivés avec le bloc avec le bloc 2B, avec le 100% des domaines de vol, l'avion volait à 50 degrés d'angle d'attaque. Ça, le F-16 n'est pas capable d'aller voler à 50 degrés d'angle d'attaque. Ouais. Donc, c'est déjà là. Et avec le bloc 3F, là, l'enveloppe de vol est ouverte au complet. Et puis, les pilotes qui ont été volés maintenant avec l'avion, qui ont volé depuis le début les vieilles versions et la version maintenant, disent que c'est plus le même avion. Ouais. Là, vraiment, c'est un avion que si on est mal pris, on va se débrouiller, puis l'autre en face de nous va avoir une mauvaise surprise. Tout à fait. Fait que techniquement parlant, c'est une plateforme qui a évolué et qui va continuer à évoluer. Et donc, de ce fait, c'est normal qu'on ait des capacités aujourd'hui qu'on n'avait pas quand l'avion a été livré. Dans le fond, l'avion a été livré en 2006, là. C'était un show, puis c'était juste pour faire taire les mauvaises langues. Oh oui. Mais je veux dire, l'avion n'était pas prêt à voler. Puis, revenir sur le cas de la maniabilité, si vous avez vu l'avion à Bagotville ou à Gatineau l'an dernier, oui. Il y a des gens, j'ai mon ami Fred qu'on salue. Allô Fred? Lui, il voulait rien savoir du F-35. Quand il a vu la démonstration de l'avion, les bras ils ont tombé. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Il y a un certain moment avec l'avion, c'est une manœuvre qui s'appelle le pedal turn. Et le F-18 fait à peu près la même manœuvre, mais le F-18 qui a fait la manœuvre, l'avion n'est pas décroché. L'avion vole encore et le pilote, c'est quand il s'éloigne de la foule, il monte à la verticale, il monte comme à 20 000 pieds, il descend en faisant un virage au palonnier. Le F-18 n'est pas décroché quand il fait cette manœuvre-là. Le F-35, quand il fait la même manœuvre, est complètement décroché. Donc, vous parlez de super manœuvrabilité à l'épisode 1, mais c'est ça. L'avion ne vole pas, mais il y a encore l'autorité dans les commandes de vol. Et puis, l'avion est capable de faire de descendre en ayant plein contrôle. Okay. Donc, c'est un de mes amis qui est pilote de F-18 qui m'a expliqué ça, puis il me dit ouais. Ça va très bien. OK. Donc, soyons patients. Oui. Puis au niveau de l'armement pour le F-35, en configuration 100% furtive, oui, l'avion a des armements limités, mais le F-117, c'est la même chose.
Le F-22, c'est la même chose. Il n'emmène pas beaucoup d'armement. Tout est dans une soute. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut mettre dans une soute. Une fois le premier jour de conflit passé, l'avion peut avoir ses pylônes. Le F-35 a 6 pylônes, 3 en dessous de chaque. Le cahier des charges en mentionnait 4. Il en a rajouté 2. Et puis, en ce moment, Lockheed Martin travaille sur une modification de l'avion pour mettre 6 missiles air-air dans la soute. Okay. Donc, le fameux programme Sidekick, on vous en a parlé, je pense, dans un des épisodes réguliers. Donc, ils vont passer de 4 missiles à 6. Fait qu'ils vont modifier physiquement la soute? Oui, et les missiles aussi. Je crois qu'ils vont réduire les dimensions de certains ailettes sur les missiles. OK. Pour en mettre plus. Bon. Ben, les gens vont être contents. Mais oui. Plus de missiles. Good. Donc, aussi, le programme, le système Alice, il fait vraiment des siennes. Il a identifié des avions qui étaient bons de vol comme n'étant pas en état de vol. Ouais. Et aussi, vice-versa, il y a des avions qui devaient pas aller voler, qui étaient identifiés comme étant « Oh oui, on peut aller voler avec. Ouais. » Et heureusement qu'il y avait quand même des mécaniciens qui surveillaient ce qui se passait. Ils ont dit « Hey, là, un instant, partez pas avec ça, là. » Ben ça, c'est sûr que c'est une... Là, on rentrera plus dans le... Si on passait du temps là-dessus. Là. On préfère 8 épisodes juste sur Alice. Oui, parce que ça nous obligerait à commencer à parler des fournisseurs et de comment Lockheed gère ses fournisseurs et de la disponibilité des pièces, qui ça aussi, malheureusement, est un des problèmes qui vient amener un petit peu, qui porte ombrage à l'avion et au programme. Sauf que vous avez dit, ben oui, ben la logistique, ça fait partie du programme. C'est vrai, sauf que dans ce cas-là, il y a beaucoup de politique en arrière de ça. Et gérer de la politique comme tu gères un entrepôt, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est ça aussi, malheureusement, ça vient contribuer. Il faut en parler, ne serait-ce qu'en glisser un mot comme on le fait là. De dire, dans tout ce que vous avez entendu, dans tout ce que nos auditeurs savent et comprennent de la saga du F-35, il y a malheureusement beaucoup de politique, de la poutine, là, comme on dit au Québec, là, en arrière de tout ça, qui fait que souvent un problème qui serait purement technique prend des proportions démesurées parce que ben là, tu apprends que Lockheed a fait des pressions, ils ont leur gang de lobbyistes qui est très, très performante, soit dit en passant, qui a été aperçue sur le Capitol Hill, puis que là, on sait que il y a une nouvelle tranche qui s'en vient où on va donner de l'argent à Lockheed, puis là, ils sont en train de lobbyer, puis... fait qu'il y a tout ce côté politique en arrière de ça qui vient... ben, comme je l'ai dit, qui vient pour mettre un peu de l'ombre à ce programme-là qui n'est pas parfait, mais qui mériterait peut-être d'être un peu plus... d'être mené plus... peut-être plus tranquille et un petit peu plus low profile que ça l'est en ce moment. Mais disons que le Lockheed arrange pas les choses pour que ça passe incognito et ben peut-être pas incognito, c'est pas le bon terme, là, mais qu'on n'y accorde pas autant d'importance. Parce que s'il y avait pas autant la politique de Lockheed en arrière de ça, ce serait pas si catastrophique que ça. Puis je pense que le dernier point qu'on peut ramener aujourd'hui pour l'épisode, oui. On va finir sur une mauvaise nouvelle. Oh non. Ouais, on va parler de la Turquie. Ah! Là, la Turquie, c'est un partenaire de niveau 3. Au prochain épisode, on va vous expliquer c'est quoi les partenaires de différents niveaux. Oui. Mais il est au même titre que le Canada, partenaire de niveau 3. Et il avait commandé 100 F-35A. Cool. Donc, par contre, le président Erdogan s'est entêté à commander un système de défense antiaérienne S-400 auprès des Russes. Souvenez qu'il y avait eu un F-16 turc qui avait abattu un avion russe. Oui. En Syrie. Oui, je m'en souviens. Suite à ça, il y avait eu des trucs. Et puis là, les Turcs voulaient acheter un système Patriot. Oui. Les Américains ont dit non, on ne vendra pas ça. Et finalement, ils se sont revirés de bord, sont allés acheter un truc aux Russes parce que l'avion russe avait traversé la frontière turque. Et là, les Russes, un peu pour s'excuser, ils ont dit on va faire un deal sur un S-400. Et puis, le problème, c'est que en achetant un système russe, le système S-400, c'est qu'il faut, dans ces systèmes de défense aérienne-là, il faut coder la signature électromagnétique des avions. Pour que ton système reconnaisse que c'est ton avion. Oui. Donc, avec un système S-400, il aurait fallu coder le système pour le F-35, et ce qui veut dire que les Russes auraient pu avoir accès à cette signature-là. Ouais.
Donc, aurait pu viser plus facilement soit la Russie directement ou via en ayant vendu un système à la Chine, à qui de droit, pour cibler les F-35. Donc, les Américains ont dit, si vous recevez vos S-400, on vous sort du programme. Donc, il n'y avait pas reçu d'avion encore, si je me rappelle. Oui, ils avaient reçu des avions, mais ils étaient aux États-Unis. Ils en avaient reçu 2. Oui, ils formaient des pilotes, c'est vrai. Et des mécanos. Ouais. Donc, les S-400 a été livrés, les F-35 turcs ont été annulés. Ils ont annulé la commande. Ceux qui ont été livrés aux États-Unis ont été saisis et vont être revendus dans d'autres pays. Mais quoi que dans un épisode de l'Express récemment, j'ai mentionné que les 6 premiers F-35 turcs étaient rachetés par la Force aérienne américaine. Okay. Il y avait 8 autres avions turcs aussi qui allaient probablement être achetés par la Force aérienne américaine. Okay. Mais le problème avec ça, pourquoi on vous en parle, c'est que la Turquie fabriquait plus de 1000 pièces pour les F-35. Oui. Et là, ils ont dû trouver des fournisseurs pour ces 1000 pièces-là, ailleurs. Mm-hmm. Donc, ce qui a, en plus avec COVID, qui n'a pas aidé la production, la cadence de production, Lockheed s'attendait à sortir 160 avions cette année. Ils vont en sortir moins que ça. Entre autres, parce qu'il a fallu qu'ils trouvent des fournisseurs de remplacement pour les fournisseurs turcs et en plus, à cause des mesures de distanciation à cause de la COVID. Et aussi, comme l'avion est fabriqué en juste à temps, mais il n'y a pas un entrepôt avec des pièces pour 300 avions qui attendent d'être construits. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça va pas aider le coût de l'avion. Au niveau du coût de l'avion. Donc, ça risque de ne pas améliorer les relations diplomatiques entre certains de nos auditeurs et le programme du F-35. Mais bon, je pense que c'est une bonne place pour arrêter. Oui, on pourrait faire juste un petit effort pour finir ça sur une bonne note et juste rementionner ou en tout cas ou clarifier le point que finalement, avec les tergiversations de notre gouvernement au Canada, oui, c'est une bonne chose. Oui. Si jamais c'est les F-35 qui gagnent le concours, la compétition, on va avoir des avions récents. Exact. Donc, ils pourront être mis à jour. Tout à fait. Fait que là, il restera juste à se battre pour avoir essayé de récupérer un peu de pays pour qu'on soit capable de pays dans le sens de propriété intellectuelle. Oui. Comme les F-18. Comme on a fait avec les F-18, on repartira pas le débat là-dessus, mais c'est ce qui fait qu'on peut faire des modifications dessus aujourd'hui comme on veut. Donc, ça n'arrivera pas à 100% sur le F-35, mais si on était capable d'aller en chercher un peu, ça serait le fun pour que nos amis de Mirabel puissent les tripoter comme ils veulent. Oui. Donc voilà, alors sur ces belles paroles, merci beaucoup Olivier, tu as fait une super belle job de recherche. C'était un gros morceau sur cet épisode-là. Écoute, t'as géré ça comme un chef. Je pense que les gens vont vraiment apprécier. C'est le fun d'avoir beaucoup de temps libre. Ouais, mais écoute, t'aurais pu juste passer ça vite, puis je pense qu'il y a quand même pas mal de détails. Je sais pas si je le fais à tous les épisodes, mais je le dis, si les gens ont des questions, qu'ils n'hésitent pas. Oui, nous contacter si vous avez des points que vous n'avez pas compris sur le F-35, des trucs que vous voudrez qu'on aille en détail, faites-nous signe, on va s'en occuper. Tout à fait. Puis en plus de ça, il y a moyen de faire on peut faire des épisodes 3.1 pour clarifier certains points, s'insérer entre et tout ça. Fait qu'on a plein de possibilités pour répondre à vos questions, commentaires, donc n'hésitez pas. Sur ce, là c'est vrai, c'était Grégory Blanc. Olivier Lacombe. À la prochaine, on vous remercie. Au revoir. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web mentoraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.